petit pontage du véhicule, on va voir si ça démarre. En tout cas, il ne faudra pas qu'il s'arrête au plein milieu de la vallée, parce que sinon on va y rester. Youhou! Un petit tour de ces montagnes de grès qui font environ entre 300 et 400 mètres de haut. Juste derrière moi, le West Mytton, autour duquel nous avons tourné lors de notre randonnée d'hier. Et juste derrière lui, le castle, le château. Ça se voit d'ailleurs avec sa tour. Ici à l'ouest, il y a le West Mytton. À l'est, il y a sa sœur ou son frère, le East Mytton. Tournons un petit peu pour voir l'éléphant. Oh, il faut faire preuve d'imagination. Et peut-être encore plus avec son voisin de droite, le dromadaire ou le chameau. Moi je sais pas combien de bosses il a. Sans Harry Goulding, nous ne serions pas, ou vraisemblablement pas, à Monument Valley. Ni tous les touristes qui viennent, par ailleurs. Mais pourquoi donc? C'est la question. Harry Goulding, un visage pâle, a ouvert un lodge dans la région, ainsi qu'une épicerie afin de pouvoir fournir toutes celles-ci. Il s'entendait bien avec les Navarros. Mais la Grande Dépression, rappelez-vous, octobre 1929, lui causa bien des soucis. Plus personne ne vint. Il eut donc l'idée d'aller voir John Ford à Hollywood, afin de lui montrer les photos des magnifiques paysages que l'on peut voir ici à Monument Valley. John Ford, pour ceux qui ne le sauraient pas, était un grand réalisateur. Il réalisa plus de 140 films. Beaucoup avec des cow-boys et des indiens. C'est donc ici qu'il tourna beaucoup de films, dont... On vous laisse chercher la tête de l'Indien. Et puis là, vous voyez le dragon qui se repose. La poursuite infernale. Le massacre de Fort Apache est la charge héroïque. Mais il y en a encore bien d'autres. Et c'est pour ça que les aficionados de western connaissent bien cette région, du moins à travers un grand ou un petit écran. C'est comme les safaris en Afrique. John Ford commença à tourner ses films avant-guerre et aussi après, jusque dans les années 60. D'ailleurs, en 1963, lorsqu'il tourna Les Cheyennes, justement, il n'y en avait pas assez de Cheyennes. Donc, il engagea des Navarros. Et puis, pour faire plus vrai, il leur demanda de parler dans leur langue. Vous savez quoi? Ils se racontaient des histoires grivoises. C'est pour ça que dans les versions originales, les seuls qui rient dans la salle, ce sont les Amérindiens.
Bah doucement. En première mondiale, la petite maison de la prairie. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et tu nous avais dit que tu nous reparlerais de la langue des Navarros. Ah, pardon, c'est un oubli, oui. En 1942, l'armée américaine eut l'ingénieuse idée d'engager des Navarros, car leur langue était totalement inconnue des nazis. Ceux-ci s'appelaient les Code Talkers. Il y eut 420 Navarros engagés dans l'armée américaine et ce furent parmi les premiers à débarquer sur les plages de Normandie. Malheureusement, dans le langage navarro, il n'existait pas tous les mots utilisés dans l'armée, enfin l'usage militaire. Ainsi, Taz Chisley, qui signifie hirondelle, voulait dire torpilleur. Et Tsidinehi, un truc comme ça, signifiait porte-oiseau, c'est-à-dire porte-avions. Ce code ne fut jamais découvert par les nazis. Après séquence, pas de batterie, séquence ensablée. Maintenant, il faut qu'on reste ici. Alors nous lui avons demandé si on pouvait lui donner un coup de main et péler. C'est lui qui a dit non. Hein. Croyez pas qu'on fait les touristes qui nous font pas une rame. C'est ça. Comme Carole le dit si bien, c'est à pleurer. Et probablement que l'un de nos prochains arrêts se situe juste là-bas en haut, sur le plateau. Alors ce matin, nous avons entendu un bruit très sourd, un gros boom. Avec la pluie qui est tombée ces derniers jours, je pense qu'il y a eu pas mal de chutes de pierres. Je crois qu'il faut qu'on s'en aille. Il faut que ça tombe. C'est beau aussi ici. Nous aurons fait 4 jours à Monument Valley. Dans 2 jours, on n'aura fait que regarder le paysage et regarder la pluie tomber. On aura à peu près, j'exagère quand même un peu, mais c'est par alternance soleil, nuage, éclair, grêle, soleil, nuage, éclair, grêle. Mais c'était magnifique, les couleurs sont vraiment magnifiques, splendides. On aura bien profité de Monument Valley. C'était pas la première fois que nous venions, mais c'est comme on vous l'a dit les autres fois, on a passé tout droit. Et là, ça valait vraiment le coup de s'arrêter et de bien profiter. C'est la chance que nous avons, c'est de ne pas être limité dans le temps, enfin, à peu près. On a 6 mois, c'est clair qu'on va pas rester 6 mois à Monument Valley. Mais on a cette chance-là, c'est de patienter quand la météo n'est pas bonne pour de pouvoir enfin profiter de la belle région par le soleil. Oh, pardon, la vue est tellement belle que on est pris, absorbé par celle-ci. Mais il est temps de manger. Et puis comme d'habitude, on va déguster une des spécialités locales, soit des Navarros. Ça s'appelle le free bread.
c'est du pain frit. Et alors? Oui, 3 heures après. Bon, c'est pas le pain qu'on va prendre pour manger la fondue, hein? Non, mais ils font des burgers avec ce pain-là. En fait, il a pas beaucoup de goût. Enfin, il a pas de sel en tout cas, ou très peu. Bien sûr, ça sent la friture. Et tu comprends pourquoi ils t'amènent le nounours, Miel. et le sucre. Tout ça à l'apéro. Allez, bon appétit. Un tacos navarro. Après les tacos mexicains, il fallait goûter les tacos navarro. Attention. Le Forrest Gump Point. Pascal fait le photographe. C'est quand même un peu dangereux. Troisième essai. On s'était klaxonné. Oui. Probablement que tout le monde a vu ou du moins connaît le film Forrest Gump. C'est d'ailleurs là qu'il s'arrête après avoir couru à travers tous les États-Unis avec une barbe comme ça. Comme ça. The Mexican Hat ou le chapeau mexicain. Tu te demandes comment cette roche peut tenir sur cette petite surface. Nous avons changé de place. Comme vous pouvez le voir, Monument Valley se trouve juste là-bas. D'ailleurs, on y voit le castle. Nous sommes à Gooseneck State Park, où nous allons passer la nuit. Gooseneck ne se situe plus au territoire navarro. Nous sommes en Utah. Et puis, le long de ce plateau circule la rivière San Juan. On peut voir que celle-ci fait beaucoup de méandres. D'ailleurs, sur 2,5 km de long, elle parcourt 10 km. Une petite image Google Maps, parce que les drones sont interdits ici, sera explicite. Le problème, lorsque tu fais du dry camping, c'est que il suffit qu'il y en ait un ou deux qui viennent se parquer tout près de toi et qu'ils mettent leur génératrice en route. Et il arrive que celle-ci tourne même toute la nuit. Bien. Je suis allé m'enquérir auprès de ces chers voisins s'ils allaient laisser leur génératrice en route pour la nuit. Eh bien oui. Donc, bien que nous soyons arrivés avant eux,
qui se sont installés allègrement à côté de nous. Nous allons donc nous déplacer afin d'espérer avoir une nuit un peu plus silencieuse. Mais comme vous pouvez l'entendre, le bruit arrive jusque là. Après avoir visité le bluff historique, non, je ne joue pas au poker, soit la reconstitution d'un village de Mormons ayant traversé une bonne partie des contrées depuis Escalante jusqu'à Bluff en 1880, en partant en 1879 pour y arriver le 6 avril. Eh ben mon Dieu, on peut dire que là, c'était de l'aventure. Ah, c'était autre chose que notre petit tour en camping-car. Nous arrivons aux 4 coins ou aux Four Corners, c'est-à-dire là où 4 États se rejoignent et forment un angle. Oui, les États-Unis sont partagés souvent. Hop, ça c'est carré. C'est très carré, ouais. Un attrape-touriste, un attrape-niveau. Oui, enfin bon. On est venu, On a vu, on a même mis nos pieds. et on a payé 2 fois $8. Ça fait... oui, 16 $ pour ça, c'est... Enfin voilà, c'est comme ça. C'est fait. Ceci balancera la visite du bluff historique qui est gratuite, mais pour laquelle tu peux faire une donation. C'était nettement plus sympa. Alors, nous sommes dans un BLM pas très loin du parc national de Mesa Verde. Nous avons tenté d'aller sur la 8. Mais comme vous avez pu le voir, eh ben, le porte-à-faux ne passait pas. Et pourtant, j'ai essayé plusieurs fois à gauche, à droite, en avant, en arrière. Ça ne passait pas. Et puis, eh ben, la 9 qui était juste une vingtaine de mètres plus loin est libre. Nickel. Nous allons donc rester ici 14 jours. En traversant ce parc Mesa Verde, déjà qui est immense, on se rend compte qu'il y a eu énormément de feux depuis 2002. Ça va mettre du temps pour repousser, hein, tout ça. J'ai mis la petite jaquette. Non seulement le temps a changé, en plus nous avons changé d'état et d'altitude. Nous sommes ici à 2612 mètres, qui est le point le plus haut du parc national de Mesa Verde. C'est d'ailleurs depuis là qu'il y a une tour d'observation afin de déceler les départs de feu. On peut voir juste là-bas, derrière moi, les montagnes de Rocky Mountains. En français, les Rocheuses. Ce sera notre prochaine destination. Il va pas faire plus chaud, car là-bas, nous serons facilement entre 2500 et 3000 mètres. Je crois qu'on va falloir sortir la polaire, Carole. D'ailleurs, les montagnes que l'on peut voir, les sommets les plus hauts, tels que le mont Wilson, culminent à plus de 4000 mètres. Ce site, le parc national de Mesa Verde, a été proclamé en 1906. D'ailleurs, c'est étonnant lorsque l'on sait que hier nous avons visité
le site historique de Bluff et que ces pionniers sont venus depuis Escalante jusqu'à Bluff 26 ans plus tôt et ont traversé des montagnes et des plaines à l'aide de roulottes en plein hiver. À Mesa Verde, on trouve les mêmes constructions que l'on a pu voir au canyon de Shelly ou au Navarro Monument. Oui, c'était les mêmes. Soit le peuple ancien ou les anciennes pueblos, mais pueblos voulant dire village en espagnol. En fait, ce sont les ancêtres des tribus indiennes d'aujourd'hui et d'hier. Ces constructions sont semi-troglodytiques. J'ai pris des cours de diction. Comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas creusées dans la pierre, mais construites à l'intérieur de cavernes ou de grottes. D'ailleurs, le peuple qui vint s'installer ici dans les années 350 après Jésus-Christ. Mais l'expansion la plus forte eut lieu depuis 750 jusqu'au début du XIIIe siècle. C'est une croissance d'environ 1000 à 2000%. Le peuple était quand même nomade, donc il allait et venait. Par contre, au début du XIIIe siècle, il est parti, mais on ne sait pas pourquoi. À Mesa Verde, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller voir ces constructions. Il y a pour cela 3 visites. Seulement, elles sont vachement très beaucoup prises. Nous avons essayé de réserver. Il y en avait une, ça s'appelait la Balcony House. Le problème, c'est que tu dois grimper des échelles de 10 mètres de haut et passer à travers des tunnels un peu étroits. Et c'est également escarpé. Le vertige passe par là. Nous avons donc décidé de ne pas y aller. Tant pis, c'est pas grave. Et puis pour les autres, eh ben c'est full. 2 semaines à l'avance. En premier, les Pueblos ont habité sur le plateau. D'ailleurs, c'était là qu'ils faisaient pousser vos gueules, les oiseaux. C'est là d'ailleurs qu'ils faisaient pousser notamment du maïs qu'ils gardaient entre 3 et 5 ans en fonction de là où ils le storaient. C'est ici qu'ils construisirent également leur première maison. Elles étaient semi-enterrées afin de pouvoir maintenir une certaine fraîcheur en été et à l'inverse, une température plus ou moins agréable en hiver. N'oublions pas que nous sommes à plus de 2000 mètres et qu'il tombe des tas de neige ici en hiver. Que plus on avance, plus on recule, ou plus on recule, plus on avance. En fonction des arrêts que nous faisons, que les constructions ne datent pas de la même époque. On commence à 700 après Jésus-Christ, après c'est 900, après c'est 1000, lorsque nous nous trouvons sur le plateau. C'est là où justement ils creusaient pour construire leur maison. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était tout de même des nomades, où enfin des nouveaux gens arrivaient, d'autres partaient. C'est pour ça que les villages ont été construits à plusieurs reprises, en construisant sur ce qui était déjà existant. Le Cliff Palace, un des endroits emblématiques de Mesa Verde. Et il faut savoir qu'il y avait plusieurs milliers d'habitants dans la région, mais ceux-ci étaient répartis un petit peu partout. Et oui, c'était un fonctionnement matrilinéaire. Rien qu'à Cliff Palace, il y avait plus de 150 chambres. Et puis pour les pits ou les maisons qui se trouvaient sur le plateau, il faut savoir qu'il n'y avait pas de porte. L'entrée dans celui-ci se faisait
par une trappe qui se trouvait sur le toit. Et puis pour voyager entre les différentes chambres, bien souvent il y avait un tunnel. Je pense qu'on serait un petit peu trop large pour y passer. C'est au bord de la rivière Annemasse que nous allons terminer. D'ailleurs, ce matin nous sommes passés, elle était tout claire. Ouais. Et puis maintenant, le niveau est monté et c'est devenu brun. Moi je pense qu'il y a dehors des orages là-bas. Non, on va pas trop traîner. Hein. Nous avons commencé donc cette vidéo par Monument Valley, un coin merveilleux. Suivi de Bluff, C'est pas du bluff. mais avant ça, un petit gooseneck. Oui. Et pour finir, Mesa-Verde. Qu'est-ce que c'était beau! Magnifique. Et puis alors, ça change. C'était plein de changements. Entre des grosses montagnes de grès rouge, une rivière qui fait le serpent, des roulottes, et puis après des troglodytiques. Allez, il est temps de vous dire au revoir. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est sympa, comme ça nous fait connaître. N'oubliez pas de faire le commentaire. Et le pouce. Puis si tu veux voir celle qui va sortir la semaine prochaine, tu mets la cloche. Voilà. Et Comme vous ça, pouvez- tu n'oublieras pas, pardon. C'est ça, oui, tu n'oublieras pas. Et tu peux aussi nous, parce que je tutoie, tu peux aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram du même nom, Kappa Visite le Monde. Allez, Allez, ciao! ciao. Là, ça change de paysage, Ouais. c'est vert, on dirait presque la Suisse. D'ailleurs, ça serait le moment